Bonjour les amis. Savez-vous comment les Allemands appellent la France? Ils l'appellent Frankreich. Le Reich des Francs, l'Empire des Francs. Les Allemands n'appellent que la France avec le dénominatif Reich. Étrange. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement dû, entre autres, ce Reich des Francs à Charlemagne, bien évidemment. Et de Charlemagne, nous irons jusqu'à Konrad Adenauer et Charles de Gaulle, qui furent à l'origine du fameux couple franco-allemand que depuis nos hommes politiques singent. Pourquoi est-ce que les Allemands appellent la France un Reich? Eh bien tout simplement parce que nous avons beaucoup de points communs entre les Allemands et la France. Nous avons bien sûr l'héritage direct de Charlemagne qui, comme vous pouvez le voir derrière moi, a en héraldique sur son buste l'aigle biface allemand et la fleur de lys. Nous partageons avec les Allemands une origine commune, c'est-à-dire franque, germaine, mais pas que. Nous sommes également des Celtes. Les Allemands sont également des Celtes. C'est ce que nous allons voir tout de suite après le générique de ce voyage de Charlemagne à Charles de Gaulle, cette amitié franco-allemande, pourquoi, comment et quel est son but. À tout de suite après le jingle. Histoire, philosophie et politique, car tout est politique dans la vie. Histosophienne, histosophien, bienvenue. Donc, nous allons voyager maintenant dans la première partie de cette vidéo qui est l'introduction, bien évidemment. Je vais vous refaire rapidement un petit topo euh, du fait que, comme on le voit avec Charlemagne derrière moi, l'Allemagne et la France ont plus de points communs, à mon sens, et je vais vous le prouver, que entre l'Angleterre et la France, qui sont bien évidemment des cousins, mais le fait que les Anglais soient insulaires et ensuite qui ont été colonisés par les Vikings et les Danois en particulier, et ensuite euh, euh, convertis dans une nouvelle religion. Je vous rappelle que l'Allemagne est en partie moitié-moitié catholique. Il faut distinguer l'Allemagne du Nord, c'est-à-dire la Prusse, entre guillemets, et de l'Allemagne centrale, l'Allemagne du Sud, qui est totalement catholique et très proche des Français. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors, nous allons, pour ce faire, rentrer dans la partie histoire de la présentation. Alors déjà, euh, il faut se rappeler quand même que la France, l'Allemagne, euh, partagent des traits communs assez puissants. Ça, c'est une carte qui a derrière moi des invasions dites barbares. Vous voyez bien que, en fait, ce qu'on appelle en réalité les Germains viennent du nord de l'Europe, en grande partie de la Suède, avec les Goths, les Goths qui formeront les Ostrogoths, et ensuite les Visigoths en France, mais pareil, les Francs, les Vandales, etc., viennent également de l'Allemagne, mais un peu moins au nord. On est déjà presque pas dans l'Allemagne centrale, mais quasiment. Les Francs qui vont former la France, bien sûr, mais ils vont aussi, les Francs, former l'Allemagne, parce que, si vous voulez, c'est des tribus, bien évidemment, germaniques, mais communes. Donc c'est une origine assez commune, mais également, nous avons, au-delà des Germains, nous avons également un ancêtre commun. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. L'ancêtre commun des Allemands et des Français, ce sont les Celtes. Alors, pour en parler,
je vais bien sûr rentrer dans la partie histoire de la vidéo. Les Francs, c'est les Allemands, avant d'être germains, furent des Celtes. On a tendance à l'oublier, mais l'histoire de ces deux pays ont une origine commune, qui sont les Celtes, qui ont occupé une grande partie de l'Europe, y compris les régions qui sont aujourd'hui celles de l'Allemagne et de la France, avec la culture de Hallstatt. La culture de Hallstatt se trouvait en Allemagne, c'est-à-dire que l'origine celtique de l'Europe vient d'Allemagne. Et ils se sont ensuite, bien évidemment, déplacés vers l'ouest de l'Europe, jusqu'à l'Irlande, comme on sait. Donc, déjà, les Allemands et les Français ont une origine dite celtique commune, avec, vous savez, toute la culture de Hallstatt, c'est une culture très avancée, avec bien évidemment les tumulus celtes, des princes celtes, etc. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a les invasions barbares. Alors bien sûr, ce sont des Germains, mais assez proches des Celtes tout de même, d'accord? Bon, les Visigoths, les Francs, etc. Ce qui a formé l'Europe centrale, c'est bien évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, heu, c'est l'Empire franc. Alors vous voyez sur cette carte, elle est intéressante d'un point de vue historique, parce qu'il y a l'Empire franc, et l'Empire franc englobe l'Allemagne. Il faut, comme je le disais tout à l'heure, distinguer l'Allemagne du Nord, qui sont en fait en gros les Saxons, germaniques, vraiment d'une culture assez proche des Scandinaves, des Danois, et le reste de l'Allemagne, avec la Bavière qui est un point particulier, et le nord de l'Italie, ce qu'on appelle les Lombards, la Lombardie. Tout cet ensemble forme une culture homogène, et une culture qu'on va dire européenne centrale et de l'Ouest. Par contre, l'Angleterre, le Royaume-Uni, est déjà différent à cette époque-là, puisque les gaéliques, qui étaient nos cousins, les cousins des Gaulois et des Allemands, n'oubliez pas, les Allemands sont également celtes, hein, se sont réfugiés en Bretagne, la petite Bretagne, et au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande, parce que les Danois, les Saxons ont envahi l'Angleterre à cette époque-là déjà. Et l'Angleterre est insulaire, elle va se développer d'une manière assez particulière. Alors que les échanges entre l'Allemagne et la France vont continuer sur une longue période. Et c'est ce qui va créer, bien évidemment, l'empire, le premier empire de Charlemagne. Alors, je ne rentre pas dans l'Antiquité, hein, parce que ça vous connaissez. Non, Charlemagne, c'est l'empire, bien sûr, carolingien, roi de France, mais aussi roi des Allemands. Charlemagne était un empereur qui avait un pied en France et un pied en Allemagne. Ne l'oubliez pas, c'est pas juste, si vous voulez, une fable. Charlemagne était autant français qu'allemand. Hein. Son empire allait bien et s'est développé jusqu'à la Prusse. Hein. Euh, donc effectivement, comme les lois franques du partage héréditaire sont très bien définies, et il faut donner à chaque fils une proportion égale de l'empire, ben, l'empire de Charlemagne s'est disloqué. Et la partie allemande donnera le Saint-Empire romain germanique. Et il est l'héritier de Charlemagne. Et la France deviendra la France avec la partie ouest de l'empire de Charlemagne. Mais vous voyez, nous sommes des frères, les Français, les Francs. Alors, je fais une parenthèse ici parce que à la Révolution française, ça a été remis sur le tapis. L'élite franque, il faut parler d'une élite, parce que la Gaule, la France gallo-romaine n'a pas été remplacée par des Germains. C'est une élite qui est arrivée, mais qui a créé la politique française, qui a créé la féodalité française en grande partie, entre d'ailleurs les Visigoths, les Ostrogoths et les Francs. Les Francs ont dominé et ont chassé les autres
tribus ou les ont assimilés, et la France est devenue catholique. Et ensuite, Charlemagne a créé le premier empire, incluant, je le rappelle, l'Allemagne. Et lui est allé encore plus loin parce qu'il est allé quasiment jusqu'aux États baltes. Mais en réalité, l'empire de Charlemagne, c'est la France et l'Allemagne, et une partie, comme on le voit ici, de la Lombardie. Mais j'en parlerai plus dans la conclusion. Donc le Saint-Empire germanique est l'héritier de Charlemagne. Et ensuite, bien sûr, nous avons les conflits de la Première Guerre mondiale, enfin, la guerre de 30 ans, qui a formé un peu l'Allemagne, Bismarck, etc., qui a créé l'Allemagne. Mais en réalité, nous avons, Français et Allemands, plus de points communs historiques qu'avec les Anglais. Les Anglais, en fait, bon, pour rigoler 5 minutes, les Français, c'est des Allemands qui ont réussi, et les Anglais, c'est des Allemands qui ont mal tourné. Parce qu'en réalité, effectivement, nous, on vient d'Allemagne, je parle des Francs, hein, bien sûr, mais les Celtes aussi viennent d'Allemagne. Donc en réalité, toute la France vient d'Allemagne, d'Europe centrale si vous préférez, mais qui est l'Allemagne actuelle, et ensuite jusqu'en Angleterre. Et l'Angleterre, ce sont des Français qui ont mal tourné, qui sont devenus plus réalistes que le roi. Hein, ils se sont dit, ah ben nous maintenant on est sur une île, on est différent. On est différent du reste des Européens. Voilà. Mais en réalité, l'Europe, euh, comment dire, je peux pas dire occidentale, parce que l'Occident c'est un mot dévoyé. Mais oui, à cette époque-là, on peut dire quand même de l'Europe occidentale, avant qu'elle devienne dévoyée par les Américains, en quelque sorte, par l'Empire américain. L'Empire européen, c'était la France et l'Allemagne, c'était Charlemagne. Rien de plus, rien de moins, avec le nord de l'Italie, qui est bien évidemment partie intégrante de cet empire. Donc voilà un petit peu sur l'histoire comment dire, jusqu'à arriver, après les guerres mondiales, au couple franco-allemand. De Gaulle, ça on le verra plus en détail dans la partie politique, ne vous inquiétez pas, mais De Gaulle, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer ont voulu recréer une alliance sous l'auspice de Charlemagne. Parce que c'est ça la véritable puissance européenne, c'est le couple franco-allemand. Mais dans le bon sens du terme, dans le sens du terme que De Gaulle et Konrad, Charles et Konrad ont défini. Alors maintenant, je vais rentrer dans la partie philosophique. Alors la partie philosophique, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle va nous éclairer, la partie philosophique, sur ce qu'a été la volonté, la véritable volonté de Charles de Gaulle et de Eisenhower. Alors, très rapidement, parce que vous le connaissez, Charles de Gaulle est né en 1890 à Lille, c'est un militaire catholique qui a fait la Première et Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, il est resté en captivité plusieurs années. La Seconde Guerre mondiale, vous la connaissez, il a quand même combattu avec ses forces de tanks, de chars, et ensuite il est parti en Angleterre pour prendre en main la résistance. Alors Konrad Adenauer, vous le connaissez peut-être un peu moins bien. Alors lui, il est né, pareil, en 1876, à Cologne. Il a été maire de Cologne de 17 à 33, jusqu'à l'arrivée des nazis au pouvoir. Ensuite, il s'est mis il a été résistant, mais pas comme Otto Strasser, pas frontal, mais il n'était pas du tout nazi, hein, d'accord. Il a aucun rôle nazi ou pro-nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, bien au contraire. Ensuite, il va devenir chancelier après la guerre de l'Allemagne de l'Ouest, en 49, de 49 à 63. Et ça a été, avec De Gaulle, l'acteur principal d'une volonté d'indépendance, de créer une nouvelle Europe sous l'auspice de Charlemagne. Alors la coopération a commencé, il y a eu plusieurs traités de signés entre les deux, et c'était vraiment une volonté quasiment philosophique de d'abord tenir tête aux Américains et surtout aux Anglais, et ensuite de recéler cette alliance commune. Euh, Ils sont le premier traité entre Adenauer et De Gaulle euh, était d'une symbolique très forte, puisque
Leur rencontre a eu lieu à la cathédrale de Reims en 1962. D'accord? La cathédrale de Reims, c'est pas innocent. Hein, c'est le traité de l'Élysée ensuite, qui débouchera sur le traité de l'Élysée en 63, qui établit une coopération entre la France et l'Allemagne. Alors, Heu je vais vous donner quelques exemples de coopération, de cet esprit, de cette volonté d'union et d'amitié, cette philosophie franco-allemande. Car les Français s'entendent mieux avec les Allemands qu'avec les Anglais. Parce que les Anglais, c'est à la vie, à la mort, c'est des frères ennemis, tandis que les Allemands, c'est nos, cousins germains. Alors, quelques exemples de cette volonté d'alliance entre De Gaulle et Adenauer. Alors, je vais vous montrer, heu en déjà voilà, très belle statue qui est la commémoration de l'amitié entre ces 2 hommes, qui était une véritable amitié. On reviendra un petit peu dans les points politiques après. Ici, vous avez la signature du traité, hein, de l'Élysée, signé le 22 janvier 1963, extrêmement intéressant. Un traité dans lequel de Gaulle et Adenauer ne parlent pas de l'OTAN. Et à cette époque-là, l'OTAN était assez puissante. D'accord? C'est un traité dans le traité. Et ça a beaucoup énervé les Américains et les Anglais. Alors, la coopération. La coopération, ça a donné les réacteurs Attar, qui va devenir ensuite entre guillemets, la SNECMA. C'est les réacteurs de nos avions de chasse. Ça, c'est une version moderne que vous voyez, bien sûr, ici. Ensuite, vous avez le char AMX-13, qui a été une coopération entre l'Allemagne et la France. Grand succès. Ensuite, vous avez, pour ceux qui ont été parachutistes comme moi, le Transal, le fameux Transal C-160, pardon, duquel les paras sautaient à l'époque. Franco-allemand, très bel avion, magnifique réussite technologique. Et ensuite, eh bien sûr, Airbus. Airbus qui était une volonté réellement farouche de collaboration entre la France et l'Allemagne. Et là, petit clin d'œil, vous voyez ce magnifique Airbus euh, A330, si je ne dis pas de bêtises, oui, de Iran Air. Et oui, à l'époque, on faisait du commerce intelligent. On n'était pas subordonné à la politique américaine, ce qui est le cas aujourd'hui. Il y avait encore une certaine liberté. Alors Airbus, bien sûr, belle réussite franco-allemande. Alors aujourd'hui, on va vous dire, ah, c'est une réussite européenne. Non, 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 c'est une réussite franco-allemande. Euh, Après, Eurocopter, pareil, réussite magnifique franco-allemande. Alors ça, c'est un peu plus européen. Il y a, je crois, plusieurs pays. Bon, maintenant, c'est Airbus, mais ça, c'est encore un magnifique exemple de cette philosophie, de cette volonté d'amitié qui nous vient de Charlemagne, car nous sommes des cousins. Les Allemands et les Français sont des cousins d'origine celte et germanique, les deux. Oubliez la Prusse, on en parlera après. Oubliez les Prussiens au nord, tout à fait au nord là, les militaristes fous, les Junkers. C'est pas ça l'Allemagne. L'Allemagne, c'est la Bavière. L'Allemagne, c'est le cœur de l'Allemagne, la Ruhr. Bon, Eurocopter, magnifique exemple de collaboration. Alors maintenant, nous allons rentrer dans la partie un peu plus costaude, avec la partie politique. Il y a eu une réelle volonté de Gaulle et d'Adenauer de créer ce couple franco-allemand au détriment, alors pas tout à fait au détriment, mais un petit peu à l'insu ou pour se protéger de l'OTAN, que De Gaulle commençait à comprendre les rouages internes. Enfin bon, il le savait depuis 1945, parce qu'en fait, avec l'AGMOT, c'est-à-dire cette volonté américaine de coloniser la France, De Gaulle l'avait bien compris. Mais l'OTAN était assez encore vicieux à cette époque-là, parce que la France, à cette époque, n'avait pas encore l'arme nucléaire, et donc le parapluie nucléaire américain protégeait l'Europe. Alors, ce qu'on sait peu, c'est qu'en fait, suite à cette signature de 1963, enfin même avant d'ailleurs, pardon, parce que ça c'est le 8 juillet 1962, il y a eu un défilé, enfin une manœuvre, des manœuvres militaires franco-allemandes de Mourmelon, près de Reims, symbolique également, hein, bien sûr,
où le 8 juillet 1962, le président français Charles de Gaulle et le chancelier Adenauer, Konrad Adenauer, en visite officielle, organisent un défilé où il y a des milliers de soldats français et allemands qui collaborent, des centaines de chars, et il y a des manœuvres. Alors, j'ai pas trouvé de photos réellement de haute définition de ces manœuvres, et les Américains ne sont même pas prévenus. Vous voyez, l'OTAN, on s'en fout. C'est l'amitié franco-allemande. Et ces manœuvres montrent une certaine puissance, un potentiel militaire franco-allemand assez énorme. Et ça, je dois dire que ça a quand même un petit peu énervé les Américains. Alors maintenant, on va parler de choses concrètes, en partie tirées de ce très bon livre, L'ami américain de Eric Branca, sur ce couple franco-allemand, cette amitié franco-allemande. Alors je rappelle, le général et Adenauer se sont rencontrés dans un lieu qui est tout à fait symbolique, car c'est là où Charlemagne a été à Reims, où Charlemagne a été comment dire, consacré empereur. Alors, 17 ans après la fin de la guerre, de la capitulation allemande, là je cite le texte de Branca, 17 ans seulement après la capitulation de l'Allemagne, cette invitation témoigne d'une audace inédite, insensée même aux yeux d'une partie de l'opinion publique française, hein, on entend ici. D'abord parce qu'il s'agit de la 4e visite effectuée depuis 1958 par Konrad Adenauer dans cette France, qui, avant de Gaulle, n'avait encore jamais reçu volontairement un chancelier allemand. La dernière fois, c'était Bismarck en 1871, et ensuite Hitler en 1940, et ça s'était pas bien passé. Ne se rangeant pas spontanément dans la catégorie des hôtes bienveillants, Bismarck et Hitler, hein. Ensuite, parce que le programme même a de quoi surprendre par sa symbolique et sa magnificence. Arrivé le 2 juillet à Paris, Adenauer sera accompagné par De Gaulle à Versailles, Rouen, Bordeaux, avant que le 8, deux événements marquent sa visite à Reims. Donc je rappelle toute la symbolique, là c'est moi qui parle, de l'empire de Charlemagne. Alors le premier symbole énorme, c'est une grande messe. Alors, les deux sont catholiques, hein, De Gaulle et Adenauer sont catholiques. Une grande messe dans la cathédrale de Reims où furent sacrés les rois les plus célèbres, Clovis, etc. Ensuite, les fils de Charlemagne, Charles le Chauve, etc. Bon, bref, une cérémonie incroyable dans un lieu extrêmement symbolique. Et là, je cite De Gaulle: on peut bien dire qu'à votre passage à Paris et dans nos provinces, la voix du peuple fut la voix de Dieu. C'est deux catholiques, d'accord? Les Anglais ne sont pas catholiques. Les Allemands sont en grande partie catholiques. On a tendance à dire, ah, l'Allemagne, c'est protestant. Non, c'est l'Allemagne du Nord, la Prusse. Le Danemark, si vous préférez. Mais le cœur de l'Allemagne est catholique. Le cœur de l'Allemagne est quand même en grande partie catholique. Alors, je recite le texte, ce n'était qu'un début, puisque aussitôt après a lieu une authentique provocation à la fois pour les Américains et les Soviétiques. Je rappelle la troisième voie, ni américain ni russe. Le défilé commun d'une division française et d'une division allemande sous leurs drapeaux respectifs et pas sous celui de l'OTAN. On va en parler après. Sur le champ de manœuvre de Mourmelon, démonstration de force unique, jamais renouvelée, à laquelle participaient au moins 5000 hommes, dont plusieurs centaines de chars, placés à la tribune juste derrière euh, De Gaulle et Adenauer. Et De Gaulle va dire à Conrad, Charles va dire à Conrad, unis comme les deux doigts de la main. Unis comme les deux doigts de la main. Voilà ce qu'est le couple franco-allemand, d'accord? Unis comme les deux doigts de la main. Le moins qu'on puisse dire est que l'épisode ne fut pas du goût de tout le monde. Là, je cite le livre. Alors, je continue à vous lire le livre, c'est quelques passages très intéressants. Les plus décontenancés furent d'abord les Américains, qui, sans en avertir Adenauer, avaient convaincu son ministre de la Défense, donc dans le dos, hein, toujours la méthode un peu anglo-saxonne, de son ministre de la Défense, M. Strauss, de proposer aux Français que les défilés aient lieu sous l'étendard exclusif de l'OTAN. Mais que nini, d'abord De Gaulle l'aurait jamais accepté. On imagine la réaction de De Gaulle, celle d'Adenauer est restée secrète, mais on sait que la déloyauté de son ministre acheva de le convaincre qu'il n'avait plus beaucoup de temps à rester dans la chancellerie. Eh ben oui, les Américains ne veulent pas de cette amitié franco-allemande.
Ils veulent pas que l'empire de Charlemagne renaisse, parce que ça créait une véritable force politique, industrielle, commerciale et militaire. C'est pour ça qu'ils ne le veulent pas, depuis 45. Donc je reprends la lecture. En France, même, ce furent les communistes qui crièrent le plus fort contre la visite du Boche et le face qu'avait tenu à lui assurer De Gaulle. Vous voyez? Donc c'est des communistes et les atlantistes qui ne veulent pas de ce couple, de ce véritable couple. Et en France, nous avons les traîtres Schuman et Monnet, Jean Monnet et Robert Schuman, qui, eux, luttent contre ce couple franco-allemand. 2 mois plus tard, ça sera au tour du général d'être invité en Allemagne pour une tournée triomphante au cours de laquelle il prononcera pas moins de 14 discours en allemand, dont sa célèbre adresse à la jeunesse allemande du 9 septembre 1962 à Ludwigsburg. Je cite entre les guillemets De Gaulle. L'avenir de nos deux pays, la base sur laquelle peut et doit se construire l'union de l'Europe, le plus solide atout de la liberté du monde, c'est l'estime, la confiance, l'amitié mutuelle du peuple français et allemand. D'accord? Beaucoup aujourd'hui de nationalistes critiquent l'Allemagne. Mais non, vous critiquez ce qu'elle est devenue. Mais l'Allemagne et la France doivent être unis comme les deux doigts d'une main. Je cite De Gaulle. Provocation envers les Américains, défi lancé aux Soviétiques, le caractère contradictoire des accusations suscitées par la politique allemande du général en dit long sur l'incompréhension qui entoure alors cette réconciliation que nul n'attendait et que les États-Unis vont mettre toute leur énergie à contrecarrer. Pourquoi? Parce que la vision que les Américains ont, que les Atlantistes ont, ou même les Soviétiques, ce n'est pas un nouvel empire franco-allemand. C'est tout le contraire. Alors, je vais reprendre un petit peu plus loin. Les Américains sont d'autant plus inquiets qu'une semaine plus tôt, le 14 janvier 1963, a eu lieu un événement d'une portée presque équivalente qui confère tout son sens au traité franco-allemand. De Gaulle, soutenu par Adenauer, a repoussé la demande d'adhésion du Royaume-Uni au marché commun officiel depuis juillet 1961. Le couple franco-allemand ne veut pas des roast-beef. Est-ce clair? Nous ne voulons pas des roast-beef, c'est-à-dire un État vassal de nos amis américains. Je continue à lire. Pour les États-Unis, la situation est claire. La France, qui est en train de se doter d'une force de frappe nucléaire, n'a d'autre dessein de proposer à l'Allemagne son parapluie nucléaire en échange de celui assuré par les Américains. En fait, De Gaulle et Adenauer essayent de doubler les Américains qui, je le redis, colonisent l'Europe. D'accord? Et ils ont réussi. Hélas, les Américains ont réussi, on est bien d'accord. Grâce à des traîtres tels que Jean Monnet et d'autres qui ont saboté cette alliance fantastique et qui doit renaître. Mais hors hémogénie américaine, donc hors Ursula von der Leyen et compagnie, qui sont des agents otaniens, des agents américains. Alors, je ne vais pas aller trop loin dans les textes, mais je vais quand même vous dire qu'il y a eu suite à cela beaucoup de coups contre De Gaulle. Les services américains ont été chauffés à blanc contre la France par nos frères anglais, par notre frère ennemi anglais, par la perfide Albion. Et les Américains ont dès lors eu comme but objectif la destruction de Gaulle, la destruction de cette amitié franco-allemande. Et ils vont, hélas, réussir, notamment plus en Allemagne qu'en France, mais jusqu'à Kennedy, qui a été une incompréhension entre Kennedy et De Gaulle. Mais De Gaulle a tout de même soutenu Kennedy durant la crise des missiles de Cuba. Donc, vous voyez, même si De Gaulle est sorti du commandement de l'OTAN pour être libre, il soutient les justes causes. Il soutient les justes causes. Quand les Russes mettent des missiles nucléaires à Cuba, il est contre les Russes. Et si De Gaulle était vivant aujourd'hui, il aurait été contre l'OTAN qui mette des missiles nucléaires
en Pologne, à la frontière, et en Ukraine, à la frontière de la Russie. Il faut être juste. Donc voilà un petit peu la politique de ce couple franco-allemand qui aurait pu être quelque chose de fantastique, de merveilleux. Nous sommes, nous, Français et Allemands, extrêmement proches dans de nombreux domaines. Alors maintenant, je vais passer à la conclusion. Et dans cette conclusion, nous allons aborder plusieurs sujets. Du coup, ça va être une conclusion un petit peu plus longue, mais très intéressante. Alors, déjà, je vais vous remettre une carte avec le Frankreich Empire, de ce que devrait redevenir l'Europe en réalité. Ça, c'est bien évidemment Charlemagne. Si la France et l'Allemagne sortent de l'Europe, imaginons, hein, faisons une, une, euh, une histoire, racontons une histoire parallèle à l'histoire réelle. Si la France demain et l'Allemagne sortent de l'euro, de l'OTAN, et donc de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui sous dictature américaine, sous diktat américain, et recréent une nouvelle alliance, une nouvelle Europe, comme vous voyez sur cette carte, qui n'inclut pas toute la partie prussienne, les ahuris militaristes allemands, et qui inclut toute la partie nord italienne. D'accord? Eh bien, la France, l'Italie du Nord et une grande partie de l'Allemagne, si nous nous réunissons, nous deviendrons une des plus grandes puissances industrielles au monde. Je le répète, nous deviendrons, mais peut-être même la première puissance industrielle au monde, une énorme puissance militaire et une énorme puissance commerciale. L'Italie du Nord, la France et l'Allemagne globale, centrale, hors Prusse, je le redis, hors éléments extrémistes, sont des vecteurs industriels énormes. Énormes. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu des liens génétiques. Vous savez que j'aime bien l'anthropologie, et des liens génétiques entre les Français et les Allemands. D'ailleurs, on va parler de l'Europe un peu générale, centrale. Alors, vous savez que les Français et les Allemands partagent un haplogroupe R1b. C'est l'haplogroupe le plus commun en France et en Allemagne. Il est associé à la propagation des langues indo-européennes, bien évidemment. Mais c'est le groupe commun de la France et de l'Allemagne. Hors Allemagne du Nord, parce que l'Allemagne du Nord, c'est l'haplogroupe, avec la Scandinavie, c'est l'haplogroupe I1. Il est courant en Allemagne du Nord, et il est associé, là, du coup, véritablement aux tribus germaniques. Et ensuite, vous avez, dans le sud de l'Europe, l'aplogroupe E1, B1b, c'est ce qu'on va définir le sud de l'Allemagne, le sud de la France, le nord de l'Italie, etc. Alors, si on distingue les Prussiens, c'est-à-dire l'Allemagne du Nord, hein, les Junkers, c'est-à-dire les fous de guerre, les casques à pointe, qui sont l'aplogroupe I1, vous comprenez que nous sommes en réalité extrêmement proches, plus proches d'un Allemand que d'un Anglais, parce que les Anglais sont des Scandinaves. Les Anglais sont plus Danois que Allemands. Il y a et après, ce côté insulaire les a aussi rendus culturellement hors Europe, hors Europe occidentale. Donc nous sommes plus proches. Un Français est en réalité plus proche d'un Allemand que d'un Anglais. Euh, et, et ça, c'est très intéressant à comprendre. Euh, pour vous donner une idée et nous détendre 5 minutes, je vais vous montrer. Non, ça c'est Todd, on va en parler après, tout à fait. Je vais vous parler de quelque chose d'assez drôle, qui est, je dirais, la, la culture, le bon vivre français et allemand. Qui, en Europe, est capable d'organiser des fêtes euh, importante, je veux dire, à la limite
à la limite du raisonnable, c'est les Français et les Allemands, hein. Nous, avons, ce qu'on appelle les gueuletons, les grands gueuletons, et cetera, et en Allemagne, ils ont ce qu'ils appellent l'Oktoberfest. Alors l'Oktoberfest, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est des milliers, de personnes qui se réunissent, alors c'est en Bavière, hein, bien évidemment, des milliers de personnes qui se réunissent, pour la fête de la bière, heu, sous des tentes où il y a jusqu'à 10 000 personnes, c'est assez incroyable. C'est ce qu'on appelle l'Oktoberfest, et vous voyez qu'il y a autant d'hommes que de femmes. C'est dans une très bonne ambiance. Et quel est l'autre pays où on retrouve un petit peu cette ambiance? Eh bien, c'est la France, voyez-vous? Voyez-vous? Eh bien, pourquoi? Mais parce que tout simplement, voilà, ça c'est un gueuleton en France, un grand gueuleton organisé par, la société Gueuleton d'ailleurs, et vous remarquez également hommes et femmes, convivial, il y a pas d'agression sexuelle. Bon, autant il y a sûrement des gens un peu ivres, bien sûr, mais voilà, ça c'est un trait commun que nous partageons avec l'Allemagne. Alors une fois de plus, je parle de l'Allemagne, centrale, hein, pas l'Allemagne, pas la Prusse, hein, qui sont quasiment des Scandinaves, qui sont très différents. Mais voilà, cette ambiance, ce savoir-faire, ce savoir-vivre, le partage, la boisson, la nourriture, c'est quelque chose que nous partageons avec les Allemands, mais on l'oublie, on l'oublie. Donc voilà un petit peu pour, parler, 5 minutes, d'un côté un peu festif et joyeux. Et maintenant, on va rentrer dans cette conclusion sur quelque chose, d'intéressant avec, Emmanuel Todd. Et là, je vais dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, sur plusieurs points. Alors j'écoutais, là, tantôt l'excellente chaîne YouTube, Élucide, que je vous conseille, hein, et qui ont invité Todd, ce grand chercheur, hein, qui nous parle des familles nucléaires. Et Todd, il a eu comme une révélation un jour, il a fait un lien entre les systèmes communistes et les systèmes de famille où les régimes communistes ont existé, sauf qu'il y a un petit caillou dans sa chaussure, c'est ce qu'on appelle le Cambodge. Mais bon, j'en parlerai après. Alors toujours est-il, je vais vous redire rapidement, très rapidement, de manière succincte, ce qu'il définit. Alors, on va parler d'abord de sa première théorie, parce qu'après il l'a élaborée, mais celle-là, à mon sens, est plus simple. Donc voilà. Les types de familles suivant Todd, il y a la famille nucléaire absolue, donc structure autoritaire, centralisation du pouvoir familial, héritage, inégal. Ensuite, la famille nucléaire élargie, égalitaire, pardon, c'est la France, hein, si vous préférez. Structure égalitaire, autonomie, indépendance des membres, héritage égalitaire. Ensuite, il a ce qu'il appelle la famille souche et la famille communautaire. Alors, ensuite, heu, il a modifié ce système, heu, en le définissant avec quelque chose d'un peu plus, poussé. Donc je vais quand même vous le dire, c'est la carte que vous avez là. Vous avez, alors vous allez peut-être pas bien lire, mais vous avez la famille en rouge, la famille communautaire exogame. Donc ça, c'est ce qui va définir comme étant tous les anciens pays communistes, incluant le Vietnam. Bon, j'en reviendrai après. Et c'est une structure basée sur une communauté élargie, OK? Exogamie, mariage entre différents clans ou familles, héritage bien partagé au sein de la communauté. Donc en gros, c'est une communauté, pyramidale, forte, hiérarchique et communautaire. Bon. Très bien, là, j'ai rien à dire. Famille communautaire endogane, Maghreb, vous voyez, c'est la partie un petit peu orangée. Donc Maghreb jusqu'en Turquie, pays un petit peu de l'Ouzbékistan, tu vois? Tous les pays en. C'est quoi ça? C'est structure similaire à la famille communautaire exogane, donc un peu russe pour simplifier, mais il y a une différence dans les mariages parce que c'est endogamie, mariage au sein du même clan ou famille, mais héritage, forte cohésion et solidarité interne. Donc elles se ressemblent, mais sauf que les mariages sont autorisés entre cousins, et que l'autorité du père, est moins forte. C'est l'autorité des frères, c'est plus des fratries. Bon, là aussi, j'ai pas grand-chose à dire, c'est sans doute assez juste. Je C'est pour ça qu'il dit qu'en fait, il y a les États du Maghreb, sont souvent pas très forts, c'est des pays qui n'arrivent pas à se développer parce qu'il n'y a pas une hiérarchie de commandement forte. Ce qui est possible, et que c'est souvent des États militaires, et cetera. Voilà, bon. Ensuite, vous avez la famille communautaire asymétrique.
Donc ça, c'est l'Inde du Sud. Hop, vous voyez, je me baisse, voilà, en beige. D'accord? Donc l'Inde du Sud, il l'aime bien Todd, c'est un pays assez particulier. Alors c'est pas l'Inde du Nord, c'est pas l'Inde entre guillemets «aryenne», c'est une Inde plus ancienne, heu, qui est à la source de beaucoup de cultures. Donc lui, il parle d'une communauté avec une hiérarchie interne, mariage arrangé, souvent entre familles, statuts différentes. C'est pas l'Inde du Nord, donc c'est moins castique, c'est vrai. Héritage, distribution des biens en fonction du statut. Donc c'est quand même un peu le statut rentre en compte. Bon, je vais pas trop vous en parler, celle-là. Ensuite, vous avez la famille souche, dite souche. Donc ça, c'est ce qui est en bleu. Donc l'Allemagne, Scandinavie, une partie du Canada. Et c'est là où je vais pas être tout à fait d'accord. Lui, il termine ça. Donc, par exemple, vous avez, pardon, aussi la Corée et le Japon. Alors, ça, je pense que ça l'arrange. Ça l'arrange, donc il essaye, il essaye de caser ça dans le même groupe. Bon. Euh, donc, structure, un couple principal avec un enfant, souvent 3 générations sous un même toit. Bah, au Japon, je pense que ça peut être plus, en Corée aussi, mais bon, soit. Mariage au sein de la même classe sociale, souvent avec un héritier principal. Alors ça, en Allemagne, c'est faux parce que, je vais vous le prouver tout de suite avec les lois d'héritage qui sont exactement les mêmes qu'en France, à quelques nuances près. Donc pour lui, pour Todd, les Allemands sont famille souche, c'est-à-dire en fait, il y a une autorité, paternelle et il y a un seul héritier. Voyez-vous? Bon, OK. On va en parler après. Famille nucléaire élargie, France. Donc ça, c'est le jaune. Donc structure parents et enfants seuls, mariage basé sur l'égalité entre partenaires, et partage égal entre les enfants. Alors ça, effectivement, ça vient de la Révolution française, mais on va le voir tout de suite après qu'en fait en Allemagne c'est pareil, hein. Là, il délire un petit peu à mon avis, enfin, il a eu une théorie qui est partie des Russes et des systèmes communistes et après il a voulu l'appliquer au monde entier, donc il est obligé de faire des groupes et cetera. Bon, famille nucléaire absolue, donc ça, c'est ce que vous voyez en vert, donc les Anglais, en gros, hein, pour faire simple. Donc c'est pareil, c'est parents et enfants seuls, avec une forte autorité parentale. Mariage souvent basé sur des choix individuels, autorité paternelle, héritage, distribution libre selon le testament. Donc ça, c'est vrai. Du côté anglais, c'est vrai. En fait, Todd, il est spécialisé sur les Anglais. Et là, il a tout à fait raison. Mais là où il se trompe, c'est entre l'Allemagne et la France. Je vais vous le dire après. Ensuite, je termine famille anomique, pardon. Alors ça, là, je vais vous faire une parenthèse après, parce que moi, je vis au Cambodge, mais là, il délire complètement. D'ailleurs, vous voyez, alors ça, c'est tout le groupe un peu violet. Vous voyez, Cambodge, jusqu'en Papouasie. Comment mettre le Cambodge, la Thaïlande, le Laos dans le même groupe que la Nouvelle-Guinée, par exemple? Ça n'a aucun sens. C'est totalement différent. Bon, ça, je pense qu'il se trompe, il a jamais été au Cambodge. Donc ça, en fait, Todd, c'est un philosophe de salon, il voyage pas beaucoup, hein. Il connaît bien l'Angleterre et la Russie, ça, mais là, sur la Thaïlande, le Cambodge, non. Donc structure faible, structure familiale, mais pas du tout. Le Cambodge, il y a pas du tout une faible structure familiale. C'est totalement dingue de dire ça. Mariage, peu de règles, mais c'est délire. Les mariages sont arrangés au Cambodge. Tous mes employés se sont mariés par les parents. C'est les parents qui décident. C'est des mariages arrangés, c'est des mariages claniques. Le Cambodge est une société clanique de clans. Héritage, distribution non régulée, ah non, pas du tout. C'est un partage assez équitable. Non, non, vous voyez, là, il se plante, mais totalement sur le Cambodge. L'Afrique, système africain, bon là, je ne connais pas du tout, donc je lui laisse la prérogative de cela. Alors maintenant, quand je vous dis que la France et l'Allemagne sont extrêmement proches, et où Todd, là, se trompe, mais il se trompe parce il est parti d'une théorie, il veut que ça fonctionne à tout prix. Ce que je peux comprendre, hein, après, il fait un énorme travail. Je me permets, moi, de critiquer 2 petits points. C'est qu'en France, les règles du partage héréditaire, parce que Todd dit qu'en Allemagne, il y a un seul héritier, parce que c'est autoritaire, et cetera. Et en Suède aussi, moi je suis suédois. Et c'est totalement faux. Là, moi, j'ai eu des parents éloignés morts en Suède. On m'a retrouvé au Cambodge pour me donner un peu d'argent. L'héritage est totalement équilibré en Suède. C'est un système social totalement. Tout le monde touche pareil, suivant le lien de parenté. En Suède, il n'y a pas du tout un seul héritier, ça n'existe pas. Pourquoi vouloir mettre la Suède et l'Allemagne dans le même système? C'est faux. C'est totalement faux. Ça n'existe pas. Alors maintenant, je vais vous parler de la France et de l'Allemagne. Dans le système héréditaire, de partage des biens du système héréditaire, hein, et Todd sépare la France de l'Allemagne. Alors en France, on a un système de partage forcé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, une partie du patrimoine est réservée aux héritiers, heu, réservataires. C'est-à-dire en fait,
ceux qui ont droit, enfants, petits-enfants, et cetera, d'accord? Même sans testament, c'est la loi, d'accord? Qui reçoivent un minimum lors de l'héritage. Règle de réserve, les héritiers, réservataires ont droit à un certain pourcentage du patrimoine, indépendamment des dispositions testamentaires. Donc en France, même si vous faites un testament et vous voulez tout léguer à votre chat, ça ne fonctionne pas. La loi, de la République, primo. Succession universelle, les biens sont hérités en bloc. Donc, on ne peut pas trop distinguer les choses, etc. Alors, l'Allemagne, vous allez voir que c'est très proche. Système de partage forcé également. Comme en France, l'Allemagne a des règles de réserve qui garantissent un minimum aux héritiers réservataires. Règles de réserve, les héritiers réservataires, donc comme en France, hein, exactement, enfants, petits-enfants, conjoints, survivants, ont un droit et une part spécifique du patrimoine. Vous voyez? Donc ça ressemble énormément à la France. Succession universelle. Les biens sont hérités en bloc comme en France. D'accord? Donc je veux dire, je comprends pas, son point de vue là-dessus. L'Angleterre, et là, du coup, il a raison. Sur l'Angleterre, il se trompe jamais. Sur les Anglais et les Américains, il se trompe pas. Angleterre, système de partage libre, totalement différent des Allemands et des Français, totalement différent. En Angleterre, les testateurs ont une grande liberté pour déterminer la répartition de leurs biens par testament. D'accord? Trust. Les trusts sont courants, utilisés pour gérer les successions permettant une gestion flexible. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez donner même avant votre mort. Biens meubles et immeubles, ils font la distinction. Les biens sont souvent distingués entre biens meubles, donc c'est le mobilier, ce qui ne bouge pas. Argent, liquidité, et biens immeubles. Ça, c'est, pardon, les biens meubles, c'est ce qui bouge, l'argent, le mobilier, etc. Et les biens immeubles, c'est l'immobilier. Avec des règles spécifiques pour chaque catégorie. Donc vous voyez bien que l'Allemagne et la France sont extrêmement proches au niveau des règles de l'hérédité. Donc je ne sais pas d'où ils trouvent ces choses. Voilà, donc il y a vraiment une grande similitude dans la France et l'Allemagne, c'est qu'en fait, si vous voulez, il y a une réserve héréditaire. En France et en Allemagne, une part minimum du patrimoine doit être réservée aux héritiers directs, on va dire, qui inclut généralement les enfants, les petits-enfants, et cetera. Et ensuite, c'est pareil, parce que moi, ils m'ont retrouvé pour que je puisse hériter. Donc c'est pas du tout, quelque chose, où il y a un seul héritier, je sais pas d'où il sort ça. Succession universelle, en France et en Allemagne, le patrimoine est généralement traité en tout indivisible, contrairement aux Anglais. Bien que la maintenant sur le testament, bien que les réserves héréditaires limitent la liberté, testamentaire, moi je ne peux pas faire un testament et tout donner à mon chat en France, les pays permettent aux individus de rédiger des testaments pour disposer un petit peu d'une partie libre. Mais vous ne pouvez pas tout donner à votre chien, d'accord? Ça n'existe en Angleterre, vous pouvez le faire. Aux États-Unis, vous pouvez le faire. Donc vous voyez, une fois de plus, il y a plus de similitudes entre l'Allemagne, et la France, que ce que veut bien dire Todd. En fait, Todd, il a fait ses petites boîtes et il force un peu les choses et pourquoi il y a plus de similitudes? Mais parce qu'en fait, c'est Charlemagne. Nous avons hérité des mêmes droits. Alors bien sûr, la Révolution française a changé des choses, accentué, mais tout de même, on a gardé une bonne partie des droits féodaux existants que nous avons hérités du couple franco-allemand, c'est-à-dire de l'Empire de Charlemagne. D'accord? Donc voilà un petit peu là-dessus, je vous ai fait cette petite parenthèse parce qu'elle est intéressante et puis comme c'est d'actualité, voilà, donc moi je propose de recréer l'empire de Charlemagne, mais avant cela, il y a quelque chose d'important. Bien évidemment, dans cet empire, dans ce nouvel empire franco-allemand, il va falloir demander aux Allemands de ne plus porter de chaussettes dans leurs sandales. Ça va être interdit. Todd n'en parle pas, mais il aurait pu en parler parce que c'est quand même, d'un point de vue anthropologique, quelque chose d'intéressant. Alors, cher cousin Germain, non. Ça sera interdit dans le nouvel empire. On ne pourra pas mettre de chaussettes dans des sandales. Mais, allez, regardez, ça peut être classe quand même un peu. Vous voyez, les Allemands, ils ont pas forcément si mauvais goût. Hein, ouais, c'est assez classe, les chaussettes assez longues, comme ça, blanches. Bon, allez, on va réfléchir à ça. On va réfléchir à ça. Et pour conclure, vraiment là-dessus et plus sérieusement, j'espère que vous l'avez compris que le couple franco-allemand, est quelque chose de concret, que De Gaulle a tenté de mettre sur place, mais que les Anglais ont cassé. Les Anglais ont détruit le couple franco-allemand qui aurait été un couple libre, souverain et une puissance industrielle énorme,
avec la bombe atomique, et une armée commune, pourquoi pas plus, un marché commun, et cetera. Il faut arrêter de systématiquement critiquer l'Allemagne. On distingue les Allemands à pointe, les Prussiens, on les vire, on les met pas dans l'empire. Ils ont qu'à se fusionner avec la Pologne ou créer un empire balte avec les Suédois, voilà, qui s'intègre à la Suède, par exemple. Hein, je suis à moitié suédois, hein, donc je me permets de critiquer la Suède. Que les casques à pointe. D'ailleurs, les Suédois ont aussi des casques à pointe. Hein. Vous savez, le casque à pointe, c'est prusso-suédois. Eh ben, ils créent un truc balte, d'accord. Voilà, on n'en veut pas. Nous, on prend l'Allemagne nous est commune, celto-germanique, plutôt catholique, et on prend également l'Italie du Nord, c'est-à-dire la Lombardie. Et on laisse l'Italie du Sud aux mafias, hein, la Greta, la Casa Nostra, etc. Ils se débrouillent. Et là, du coup, on crée une nouvelle Europe, industrielle, philosophe, littéraire, militaire, une superpuissance. Et là, vous avez une superpuissance. On recrée ce que Carolus Magnus a voulu faire et a fait, et on remarie l'aigle bicéphale à la fleur de lys. Et là, je vais conclure avec le début. Nous aurons quelque chose de magnifique qui a existé, c'est-à-dire l'union de deux grands peuples très proches en réalité, qui sont les Français et les Allemands. Et nous créerons à ce moment-là un nouveau Reich, mais pas du tout basé sur une suprématie idiote, raciale ou je ne sais quoi. Non, un Reich fondé sur des points communs, l'amour, la joie de vivre, l'amour des bonnes choses, cet esprit assez social et à la fois entrepreneurial qu'ont les Allemands et les Français. Hein, vous savez, par exemple, la sécurité sociale, c'est Bismarck qui l'a mise au plat, presque en même temps que la France. Hein, les idées de Gaulle étaient très proches de celles d'Adenauer. Charles et Conrad s'entendaient très bien, c'était les deux doigts d'une même main. Je cite De Gaulle. Donc, nous pouvons faire quelque chose, et je propose que la France et l'Allemagne sortent du marché européen, de l'OTAN et de l'euro pour recréer un nouvel empire. Et nous demanderons gentiment aux Italiens du Nord de bien vouloir se joindre à nous, la Lombardie, et nous créerons le plus grand complexe industriel au monde, la plus grande armée au monde, la plus quelque chose de magnifique, avec une puissance intellectuelle hors norme, les plus grands littéraires, l'art c'est l'Italie du Nord, la France et l'Allemagne. L'opéra, c'est la France, l'Italie, l'Allemagne. La poésie, c'est la France, l'Italie, l'Allemagne. Oh, il y a un peu les Russes, ok, un peu les Polonais, mais comparativement, on ne peut pas comparer. Mais même l'Angleterre, c'est pauvre. L'Angleterre, ils ont quoi? Qu'est-ce qu'ils ont, les Anglais? Ils ont rien. Ils ont inventé la démocratie. Oui, oui, mais qui se la garde? On n'en veut pas de leur démocratie euh, élitiste, à la Hitler, on n'en veut pas. Nous, on veut quelque chose de social, quelque chose pour le peuple, fait par le peuple, pour le peuple. Et ça, c'est quelque chose que les Allemands comprennent et que les Français comprennent et que les Italiens du Nord comprennent. À bon entendeur, salut.